Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, bonjour. Vendredi, fin de matinée, nous faisons le point sur l'évolution des marchés, de l'économie, peut-être même de la politique ou de la géopolitique. Nous ajustons les stratégies, nous cherchons les pistes d'investissement et en finale, vous trouverez des conseils qui vont être donnés, tout cet ensemble, par Christian Ginola qui est à mes côtés. Bonjour, vous connaissez Christian Ginola, Gaspal Gestion. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il continue à ne pas se passer grand-chose sur les marchés financiers. Ça fait pratiquement un mois que les marchés bougent peu, et même sur 3 mois, que si on pointe, les marchés européens font 1,5% de hausse en moyenne, avec un peu moins pour l'Allemagne, un peu plus pour les économies du Sud. Et aux États-Unis, on est entre moins 2 grosso modo sur les valeurs technologiques et plus 3 sur les grands marchés. Les émergents ne bougent pas, les monnaies ne bougent pas. Bon, les émergents ne bougent pas, à l'exception de l'Inde, qui très forte hausse dans les 3 derniers mois, et d'un rebond au Brésil. Donc, secteur par secteur, également sur 3 mois, c'est de l'ajustement. Alors, ce qui a baissé remonte, hein, le pétrole, les sociétés de services publics, éventuellement l'agroalimentaire. Donc, on est sur des marchés, Christian, qui ne bougent pas tellement. Hein. Qui finalement ne bougent pas tellement. On attend qu'il se passe quelque chose. Alors, la prochaine séance, ça va être le 5 juin. Ça va être la conférence de M. Draghi. Et nous allons en parler tout de suite avec notre premier chapitre, impression macro. Alors, impression macro, Christian, on l'a un tout petit peu évoqué. Rendez-vous le 5 juin, vous avez commencé à lancer le débat. Ce que je disais, donc, c'est qu'on attend avec impatience. Alors, le problème qui va se poser, c'est de savoir si les attentes sont trop fortes. Certains... On attend que M. Draghi, patron de la BCE, fasse quelque chose, alors que ça fait 1 an et demi qu'il nous dit « vous allez voir ce que vous allez voir ». Voilà, c'est exactement ça. Alors, les plus optimistes pensent qu'il pourrait rentrer dans une forme de quantitative easing, c'est-à-dire de rachat d'actifs. Alors, donc les banques portent des actifs et ça permet de faire tourner tout le système. Alors, oui, c'est cela qu'on a en tête, parce qu'on ne voit pas Draghi racheter des obligations d'État, parce qu'on pense que les Allemands, ils seraient fortement... Oui, ça semble être... Voilà, seraient contre. Et de l'autre côté, on attend éventuellement une baisse des taux. Alors la baisse des taux, les taux ne sont pas très élevés. Non, ils sont à 0,25. Alors, le curseur pourrait aller à 0,15, ça serait un peu à minima, à 0. Et puis, alors, certains espèrent un chiffre négatif. Alors, ça change quelque chose tout ça, parce que bon, le chiffre négatif, on comprend, ça veut dire que je n'ai pas intérêt à poser mon argent à la BCE, puisqu'autant que je fasse qu'autre chose. Mais, voilà, alors, normalement, mais entre 0,25 et 0,15, ça change grand-chose ? Ça donne une direction. Mais je crains que les marchés ne soient déçus si Draghi fait 0,15. Les taux négatifs, c'est plus ambitieux. J'ai un vieux souvenir de la Banque nationale suisse qui voulait éviter une spéculation à la hausse du franc suisse et qui avait fait des taux d'intérêt négatifs. Donc ça veut dire que ça coûterait de l'argent de déposer des euros à la Banque centrale européenne. Ça aurait un effet sans doute sur le change. Ce que souhaite M. Draghi, oui, sans doute. Le principal effet, c'est sur le change. C'est que si ça me coûte de l'argent d'avoir des euros, autant avoir du dollar. Sur le change, et puis sur le fonctionnement du marché interbancaire, puisqu'aujourd'hui, les banques ont tendance à placer leur argent à la Banque centrale européenne, où il n'y a aucun risque, plutôt que de se l'échanger entre elles. Et donc, aujourd'hui, la Banque centrale européenne remplace en fait le marché interbancaire. Les banques excédentaires lui prêtent de l'argent et elles prêtent de l'argent aux banques tout ça qui ont besoin de... Vous croyez que ça va se passer ? Je crois qu'il va faire quelque chose. Et alors, est-ce qu'on ne risque pas le phénomène classique des marchés financiers ? On a beaucoup anticipé. Est-ce que la nouvelle ne va pas décevoir un peu ? Alors, on a beaucoup anticipé. On ne peut pas exagérer non plus, parce que comme vous le disiez, les marchés sont plutôt stables. Donc je crois qu'on attend avec une certaine sérénité, et puis alors on attend le résultat des élections européennes. Alors est-ce que ça va avoir un rôle ? Ça peut avoir un rôle dans certains pays comme la Grèce, où
cela pourrait entraîner un risque de changement de coalition à l'intérieur du pays. Je crois que personne n'imagine qu'il y a un tel raz-de-marée au Parlement européen que les eurosceptiques prennent le pouvoir. Oui, mais certainement, leur rôle va s'accroître. Mais ils seront toujours une force d'opposition largement minoritaire. Par contre, je crois que c'est la Grèce qui est peut-être le pays qui est le plus mis en avant sur un risque à l'intérieur du pays de déstabilisation. Plus d'attentes sur Draghi que de craintes qu'il peut y avoir sur le scrutin. Il va être dominé, en fait, si je comprends bien, par des phénomènes locaux, alors qu'ils peuvent être importants en Grèce et peu importants en France. Un petit peu peut-être en Italie, parce qu'il y a Pepe Grillo là, qui va faire un bon score. C'est un peu notre Marine Le Pen à nous, si on veut. Un peu différent. Et puis en Angleterre, où effectivement on ne comprend pas très bien, avec des bons résultats économiques. Mais l'Angleterre est une île et elle entend rester. Ça, c'est pas une nouveauté. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Alors, de l'autre côté, la Fed, est-ce qu'on va vers ce durcissement de la politique monétaire, ou est-ce que c'est géré de manière... Il y a vraiment plus de velours que de fer dans les gants de Madame Yellen. Oui, c'est ce qu'elle veut donner comme impression. Et alors, forcément, l'échéance de l'arrêt du QI, du quantitative easing, s'approche. Oui, puisque chaque mois, il y a 10 milliards de moins. Oui, c'est 10 milliards de moins, mais on continue à acheter. Je crois qu'on est encore à un rythme de 45 milliards, si je ne me trompe pas. On ne rappelle pas, et on ne parle pas du moment où on va rappeler. On ne parle pas du moment. Alors, moi, mon opinion, c'est que sans doute la prochaine étape, une fois qu'on arrêtera de remettre de l'argent, ça sera éventuellement de ne pas renouveler les emprunts qui viennent à échéance. Donc petit à petit, vous reprenez comme ça de l'argent tranquillement, sans que ça se voit trop. Et donc pas de crainte à avoir d'une forte réaction finalement du marché obligataire, c'est ça dont on peut avoir peur. Non, le marché obligataire américain c'est plutôt mieux tenu que ce qu'on ne pensait. Il avait plus monté en fin d'année dernière et il a plutôt eu tendance à baisser, ce qui a pris d'ailleurs beaucoup d'opérateurs à revers qui jouaient la hausse des taux aux États-Unis et notamment l'un des plus gros d'entre eux, PIMCO, qui souffre beaucoup de cela. Alors, dernière chose dans les impressions macro, derrière ces banques centrales, il y a des économies. Donc, on a une économie européenne qui a déçu au premier trimestre. Est-ce que, finalement, ça va permettre à M. Draghi d'amplifier ce mouvement? Est-ce que c'est inquiétant? Et d'un autre côté, le premier trimestre américain a été décevant, mais avec des facteurs de météo un peu particuliers, où ça a l'air de bien marcher. Oui, je crois qu'aux États-Unis, quand on enlève l'incidence climatique, les chiffres sont bons. Peut-être ceux de l'immobilier ralentissent un peu, du fait, comme vous le disiez, que même si récemment ils ont eu tendance à se tasser un peu, les taux longs ont fortement monté sur un an, ce qui est mauvais pour les acquéreurs de biens immobiliers. Et en Europe, effectivement, sur l'Europe, on a l'Allemagne et l'Italie et l'Espagne qui ont un peu porté, et le reste qui est très, très moyen. Et puis alors nous, on est vraiment d'un calme serein, malheureusement. Serein, je ne sais pas. Nous allons essayer d'appliquer ça, ou en tout cas de regarder ça, avec les réalités micro. Alors, justement, cette conjoncture européenne, elle va se traduire un jour ou l'autre, ou américaine, dans le résultat des entreprises. C'est aussi peut-être ça qui explique que les marchés soient un peu attentifs. C'est qu'on attend finalement des résultats semestriels plus que des indications trimestrielles. Oui, alors en ce moment, on est dans la période où les résultats du premier trimestre ont été publiés et on va commencer, on va attendre les résultats du deuxième trimestre maintenant. On attend toujours quelque chose. On attend toujours quelque chose sur les marchés, donc pas de surprise. Ça aussi, ça entretient l'attentisme. Alors, dans les réalités micro, ce premier trimestre, on a eu pas mal d'introductions en bourse, à la Bourse de Paris. Ça a plutôt bien marché, quoi. On voit Numérique Lab ou Blue Solutions en haut des palmarès. Bon, il y a des choses moins faciles, Gaz Transport ou Target, mais dans l'ensemble, on a l'impression que monter dans le train à l'introduction et surtout dans les séances qui ont suivi était quelque chose de rentable. Oui, encore faut-il faire son tri. Vous voyez, vous avez cité 2 cas extrêmes. Numéricable, je crois que le titre s'est apprécié de plus de 40%. Depuis son introduction en bourse, c'était formidable, alors que ce n'était pas
recommandé d'une manière non, c'était unanime par la presse financière, absolument, notamment parce que le métier est jugé obsolète, etc. Et de l'autre côté, la presse avait tendance à plutôt mettre en avant Tarkett, qui s'est introduit à peu près au même moment. Mais je crois que les événements en Ukraine ont très exposé Russie. Voilà, puisque je crois que 60% de l'EBITDA de Tarkett vient de Russie. Oui, donc il faut trier, mais et dans voilà, l'ensemble, vous surveillez, parce qu'on nous en annonce d'ici la fin de l'année, vous surveillez, il y a des choses qui vont être intéressantes. Même d'ici la fin du mois de juin. Oui, tout à fait. Les plus connus sont Elior, la COFAS, Worldline, filiale de paiement en ligne d'Atos, et on nous annonce aussi que Ronex va s'introduire. Tout ça, il n'y a pas de réintroduction d'ailleurs. Voilà. Alors, ce qu'il faut toujours, c'est... Alors, les introducteurs laissent toujours une certaine marge d'appréciation pour l'introduction pour qu'elle se passe bien. Mais il faut toujours faire attention au métier et à la valorisation. Donc je dirais qu'il ne faut pas se précipiter sans regarder. Surtout que les bonnes affaires, on les fait plutôt en achetant dans les 3-4 jours qui suivent qu'en achetant... c'est pas facile d'en avoir à l'introduction. Souvent, parce que vous avez raison, c'est pas facile d'en avoir à l'introduction. Il y a des gens qui jouent la plus-value des premiers jours, et puis ensuite il y a un mouvement vendeur, souvent, et c'est là qu'on fait des bonnes affaires. Est-ce qu'il y a un autre moyen de les jouer? C'est-à-dire, vous avez cité par exemple la COFAS, est-ce que le fait que COFAS vienne en bourse doit inciter à s'intéresser à Euler Hermès, par exemple, qui est dans le même métier? Alors, il y a toujours l'impact sur les frères jumeaux, ou les cousins, ou les frères ennemis, et puis il y a l'impact sur les maisons mères. Oui. Alors, dans le cas de la COFAS, il y a les deux influences, puisque Natixis va tirer profit de cette introduction en bourse, et de l'autre côté, ça donnera une valorisation plus précise de l'Euler Hermès. On peut citer aussi l'exemple de l'impact de Worldline sur Atos. On a toujours ce phénomène que dans les calculs de valorisation d'actifs des sociétés, on a toujours du mal à valoriser les actifs non cotés. C'est ainsi que longtemps, on valorisait la participation dans Vivendi, dans Blizzard Activision, à un niveau bas. Puis on a vu que la bourse a montré que ça valait beaucoup plus cher que ce que pensaient les analystes. Bien alors, en sens inverse, il y a des retraits de la cote ou des tentatives de retrait de la cote. Donc on a vu, après cette semaine, que pour Boursorama, la Société Générale et la Caixa vont réussir finalement à reprendre 100% du capital. Ciment Français a remonté son offre. Bourbon ouvre son offre. Le Club Méditerranée, il y a plutôt une bataille autour de ça. Ça va continuer? C'est des occasions de gagner de l'argent? Encore là, il faut être sélectif. Et puis je dirais qu'il faut être patient. Prenez l'exemple du Club Méditerranée, avec les problèmes de recours des minoritaires, etc. Ça dure un an. Presque un an. Oui. Et ce n'est que depuis 2 mois à peu près que le cours a vraiment franchi largement au-dessus. Le PAT à 17,50 voilà, ça cotait 17,60, 17,80, etc. Et là, on est passé plutôt entre 18,50 et 19. Là, on est à plus de 19, oui. On peut noter aussi que sur Ciment Français, le cours cote légèrement au-dessus. Oui, malgré le fait qu'il y ait eu 3 € de mieux, on est au-dessus des 78 €. Légèrement mieux. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que sur Ciment Français, il ne manque que de l'ordre de 8% du capital pour atteindre les 95 qui permet de faire l'offre de retrait. C'est 220 millions, c'est pas beaucoup d'argent. Donc, ça, on va voir, mais ça pourrait peut-être permettre à certains activistes d'essayer de tirer un petit peu plus. De créer en tout cas il n'y a pas de grand risque, puisqu'a priori, il y aura une offre derrière. Alors, dans la semaine, un peu d'actualité, Nexans, vous avez regardé ça? Alors, Nexans, cette assemblée générale, cette fin du pacte avec l'actionnaire chilien. Oui. Alors, Nexans, c'est une valeur qui est spéculative, c'est certain, dont l'activité est très liée au transport de l'énergie, et l'investissement dans ce domaine est faible. Donc, c'est une société qui n'est pas sans présenter des risques d'exécution, des plans de redressement, et ce qui a coûté la tête à son président actuel. Je
Je ne sais pas si les Chiliens vont vouloir prendre le pouvoir. En tout cas, ils ont repris une certaine liberté. Voilà, ils ont pris de la liberté. Alors, dans le même groupe d'autrefois, Alstom, ça continue, on le voit toujours en tête ou en queue des classements tous les jours dans les palmarès boursiers. Oui, alors Alstom, donc le gouvernement français s'en est mêlé avec un avocat, si je puis dire, qui a une certaine verve. Et Gérard Electric donc fait le gentil garçon. Ils ont accepté donc de repousser leur proposition jusqu'au 23 juin, alors qu'elle venait à échéance, je crois, la semaine prochaine. En attendant, le gouvernement étudie les propositions avec Siemens, etc. Krohn, dans son audition à l'Assemblée nationale, a été très clair qu'il trouvait que la solution Gérard Electric était la meilleure. Bien. Donc là, il n'y a plus grand-chose à faire en bourse. Et je dois dire que chaque fois qu'on interviewe un syndicaliste ou autre, il dit « Ah, Siemens, attention, oui, c'est des licenciements. » Oui, alors que Gérard Electric, Siemens, c'était le frère ennemi pour le coup, alors que Gérard Electric, c'est plutôt celui avec qui on travaillait. Alors il y a un secteur que vous aimez beaucoup, qui est le secteur des banques. Alors cette histoire d'amende de BNP Paribas, on dit 3 milliards, on dit 7 milliards de dollars, c'est considérable. Bah, ça donne une petite prime de méfiance. Oui, alors c'est vrai que les Américains sont des gens qui sont assez brutaux dans leur manière d'agir, et ils ont bien compris que les banques avaient une fragilité du côté du risque de perdre leur licence ou du risque de ne plus pouvoir travailler aux États-Unis. Comme le dollar est la monnaie universelle, ne plus pouvoir travailler en dollars, c'est dramatique. Donc, elle a une moyenne pression. Alors, chacune des grandes banques, je dirais, a son lot de déboires avec la justice américaine. Oui. De mémoire, je crois que Morgan, qui est une maison très sérieuse et de très bonne réputation, a récemment payé une amende de l'ordre de 15 milliards de dollars. Oui, c'est le monde record. Ils ont accepté de le faire en plus sur une transaction, donc ils n'ont pas été en justice. Bon, la BNP, j'ai aucune idée jusqu'où ça va monter. Clairement, le Crédit Suisse a fini par transiger récemment. C'est clair que les autorités américaines, que ce soit la Fed, le département de justice ou autre, mettent le couteau sous la gorge des grandes banques et récupèrent quelque part tout l'argent qui a été mis au moment de la crise de 2008. Est-ce que finalement, la petite prime de méfiance que les marchés vont affecter aux banques, c'est l'occasion d'en acheter? Alors, c'est clair. Plutôt que l'occasion de prendre des bénéfices, finalement. Écoutez, c'est clair que ça a pesé, notamment récemment, sur le cours de la BNP, qui est en ce moment dans le collimateur. Bon, je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus les conséquences sur la BNP. Je rappellerai simplement deux petits chiffres. C'est que s'il payait ces 6 milliards de dollars, ça représente 3,6 à peu près milliards d'euros. Ça se compare à 6 milliards de résultats à peu près en 2013. Après impôt, puisque une charge économise un tiers d'impôt, ça représenterait de l'ordre de 40% du résultat net. Et ce qui est surtout très important, c'est que ce n'est pas récurrent. Oui, donc ça casse pas tout. Donc ce n'est pas, vous ne pouvez pas multiplier ce chiffre par 12, par un PE normé pour voir ce que la substance de la BNP perd. Donc c'est one shot, comme on dit. Voilà. Donc il faut bien dire. Plutôt des occasions à surveiller. Mais c'est vrai que quand même, ça va quelque part. C'est de l'argent qui pèse sur les ratios BAL 3. De la BNP. Alors toujours l'actualité, il y a une actualité toutes les semaines, c'est Vivendi. Ah. Alors c'est formidable ça, ils vendent effectivement un bout des jeux, ils vendent un bout du téléphone, etc. Oui, alors c'est formidable sauf pour l'actionnaire. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, c'est formidable, on a des annonces tous les jours. Parce que vous avez remarqué, le cours n'a rien fait depuis le 1er janvier. Alors, il faut dire que là aussi on attend Godot. Alors le Godot de Vivendi, c'est Bolloré. Puisqu'il va prendre le pouvoir à l'Assemblée générale, qui se tient fin juin, je crois. Et on se demande ce qu'il va faire avec le trésor de guerre, qui est en train d'être levé. Donc la période fourre-tout se termine. Fourre-tout, c'était réorganisation, désendettement. Et M. Bolloré arrive. Il y a du cash. Il arrive, il y a du cash. Alors, il va commencer par nous faire plaisir, nous actionnaires, en redistribuant une partie du cash levé sur Maroc Télécom et sur SFR. Et sur Activision, le rendement
normal, je dirais, hors dividende exceptionnel, est quand même de plus de 5%. Ce qui est... Donc, et je vous rappelle, c'est amusant, pour vous donner des idées, par exemple, pour avoir du 5% aujourd'hui, il faut prêter à l'État grec pendant 5 ans. Oui, quand même. Voilà, donc c'est pas mal d'avoir du 5%, en ayant en plus des perspectives éventuellement de croissance. Alors, vous faites confiance à Bolloré. Pour le moment, il a montré quelques qualités à développer ses affaires. Si on regarde le cours de Bolloré l'année dernière, qui a multiplié par 3, je crois. Alors, c'est le Magic Touch. Donc, oui, moi, je crois que c'est... début de l'année, financière de l'ODE, la holding 24%. Voilà. Non, je crois vraiment que c'est pas cher. C'est pas cher. Dans l'autre actualité, vous avez pointé des choses à regarder. Écoutez, je regarde un petit peu. Bioalliance, naturelle. Oui, alors il y a une mauvaise nouvelle, c'est l'EDF, qui fait partie des plus fortes baisses sur la semaine. Alors, il y a une conjonction de 2 facteurs. D'abord, Morgan Stanley a dégradé, et notamment, les deux sont liés d'ailleurs, en montrant qu'il y avait un risque politique. Et là-dessus, notre ministre de l'Environnement, Madame Royal, a entonné les trompettes de est-ce que vraiment la fixation du prix de l'électricité est ce qu'il devrait être. Voilà, alors ça, c'est pas bon pour l'EDF ni pour ses actionnaires. C'est pas très bon. Donc de mémoire, ça a baissé d'un peu plus de 5% sur la semaine. Bien, on va terminer là-dessus et passer au 3e chapitre, stratégie et gestion. Alors Christian, là c'est la conclusion de tout ce qu'on a dit. Est-ce que les bornes étroites, ça incite à acheter ou au contraire à être prudent en disant ça peut décrocher et on va trouver des achats à bon marché? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je crois qu'on est aujourd'hui sur des marchés qui sont soutenus par les décisions des banques centrales. Les banques centrales aujourd'hui ont toute une politique qui est accommodante, cherchent par tous les moyens à soutenir les économies, que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Europe, etc. Donc ça donne un soutien fort au marché financier. Je rappelais une différence de rendement entre une action et un emprunt. Les taux obligataires sont au plus bas, ça ne donne pas très envie d'avoir des obligations, on est toujours action. Alors, le monétaire rapporte plus grand-chose. Votre SICAV monétaire rapporte du 0,20, 0,30 si elle est bien gérée. Votre SICAV obligataire rapporte du 2,5, peut-être s'il y a maximum 3%. Oui, donc, voilà. Et pour le même prix, je dirais, j'ai des actions solides qui ont une belle croissance. Donc d'abord, en allocation d'actifs, on est action, clairement. On est clairement action, on a un biais action. Alors ce biais, ensuite, il faut mettre le curseur selon l'appréciation du risque pour chacun. Bien entendu, voilà, ça c'est chacun qui voit à la fois sa capacité à prendre des risques pour des raisons soit conjoncturelles, soit familiales, soit etc. Enfin, je veux dire, chacun a son curseur. Alors, les concepts du moment. Oui. Alors, les concepts du moment, on a parlé des fusions-acquisitions. Oui, en moyenne, j'ai calculé la prime par rapport au dernier cours coté, c'est en moyenne de l'ordre de 20%. Alors forcément, c'est tentant. Alors maintenant, parfois, il faut être patient. Non, mais comme vous le disiez, on peut attendre des années. Les actionnaires de Colas attendent depuis des années. Oui, alors quand ceux des ciments français ont attendu, ça finit par arriver, mais ils ont aussi attendu. Ceux des ciments français ont attendu. Donc, je veux dire, les choses ne se passent. Mais la différence par rapport à quelques années, c'est qu'en ce moment, le climat est favorable, les sociétés ont beaucoup d'argent et sont un peu frileuses à investir dans leur capacité de production. Donc, racheter ses propres titres ou racheter un concurrent ou quelqu'un qui est complémentaire, c'est pas idiot. Donc c'est le driver du moment. Hein. C'est certainement le driver du moment, oui. Bien, donc pas d'autres concepts à ressortir. Écoutez, depuis le début de l'année, le grand mouvement, mais qui est lié aussi aux fusions d'acquisition, c'est la tempête sur les télécoms. Oui, ça c'est... Alors, c'est la tempête, c'est Nubericap, c'est SFR, c'est Orange, etc. Bon, alors, on a vu que ça a apporté des titres comme Nubericap et Iliad à des sommets.
De l'autre côté, France Télécom Orange en a profité, enfin oui, Orange, pardon. Oui, Orange en a profité, Et presque 33% depuis alors début d'année, depuis, même si ça rebaisse un peu. Voilà, sur cette semaine, Orange a rendu un petit peu. L'idée, c'est qu'on voit bien que le gouvernement est prêt à accepter qu'on revienne à 3. Si on revient à 3, tout le monde va en profiter. Alors, par contre, celui qui va être acheté et les 3 qui vont parce que ça veut dire que, alors, il faut voir deux choses. D'abord, qui va payer, c'est nous comme utilisateurs, et qui va gagner, ça sera les actionnaires. Alors, comme on est les deux, voilà. Mais sur France Télécom, moi je fais partie de ceux qui ne pensent pas qu'ils puissent racheter Bouygues Télécom, parce qu'il y aurait vraiment un problème. Il y aurait trop de choses à revendre derrière. Trop de choses à vendre, etc. Un dossier trop compliqué au niveau de la concurrence. Mais Bouygues, c'est clair, cherche désespérément. Bouygues a loupé SFR et effectivement court un peu après l'opération. Pour pouvoir faire monter les enchères sur Iliad, qui est l'acheteur naturel. Exactement. Mais si vous n'avez qu'un seul acheteur, vous vendez pas à bon prix. C'est lui qui fait son prix. Bien, ce sera le mot de la fin de ce chapitre. Dernier chapitre, les conseils. Christian, allez, du concret. Si on en achète une, laquelle? Alors, je ne sais pas, il y en a beaucoup de belles. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai acheté récemment. Voilà. C'est une bonne Alors, très récemment, j'ai acheté de l'Ipsos. De l'Ipsos. Qui est une société, comme vous savez, de conseil sur les études de consommateurs, etc. C'est une société dont une grosse partie du chiffre d'affaires est réalisée aux États-Unis. Donc, services aux entreprises aux États-Unis qui sont en croissance. Donc, voilà, et en plus, des fondateurs qui sont encore des actionnaires qui sont importants, qui prennent de l'âge et qui un jour pourraient peut-être vouloir sortir. Et les grands groupes de communication sont acheteurs. Ils sont acheteurs. Là, pour le coup, on a à la fois des vendeurs potentiels et des acheteurs réels, et c'est pas trop cher. Donc c'est pas idiot. Écoutez, non, le titre valait à peu près 34. Pardon, non, je suis en train de. Oui, valait à peu près 34. Il y a moins d'un an. On est revenu à 28, 29. Je trouve que c'est bien payé. C'est un achat. Vente, arbitrage, rester à l'écart. Alors, je crois qu'à court terme, peut-être que les valorisations de titres comme Numérica ou comme Iliad ont été bien excès portées. De la bataille des télécoms. Donc, prenons un peu de bénéfices là-dessus. Oui, ça a très bien marché. C'était parfait. Et un joker pour finir. Alors j'ai deux jokers à vous proposer. Deux jokers. Il y en a un qui est un petit peu spéculatif, mais modérément. C'est NH Hotel Group. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas. C'est une chaîne hôtelière en Espagne qui est plus petite que Melia, qui est mieux connue, mais qui est en pleine restructuration, qui perd de l'argent. Et quand vous voyez l'augmentation très forte du tourisme dans les pays de l'Europe du Sud, et notamment en Espagne, le chiffre sorti ce matin, c'est plus 13%. C'est la conséquence des révolutions arabes. C'est-à-dire si je vais pas en Égypte, si je vais pas en Tunisie, c'est voilà. Et ça, et puis le fait qu'il y a une pression sur les salaires, pression sur les coûts, etc. Et donc c'est une situation de recovery qui peut être intéressante. Et alors si vous avez un petit peu le sens du risque, plus de spéculation, plus spéculatif, alors quelque chose qui à mon avis peut donner de grandes satisfactions si Tavares réussit son coup, c'est les bons de souscription Peugeot. Alors, je vous rappelle que nous avions recommandé l'action de Peugeot ici même il y a quelques mois. Alors, au cours de l'augmentation de capital, pour compenser l'entrée de l'État français, etc., les commissions privilégiées, Peugeot a émis des bons de souscription d'actions qui ont une durée de 3 ans, qui ne peuvent pas s'exercer pendant 1 an et qui permettent d'acquérir une action Peugeot au prix de 7,50 €. Alors, si vous faites la somme de 7,50 € plus le cours actuel du bon, qui est de l'ordre de 1,40 €, ça veut dire que vous pouvez acquérir dans 1 an une action Peugeot au prix
au prix de 8,90, alors qu'elle cote plus de 10 € aujourd'hui. Donc la valeur temps, comme on dit, est faible. Donc vous avez une spéculation avec, peut-être pas ceinture et bretelles, mais avec un parachute, on va dire. C'est-à-dire que, oui, vous avez... Le parachute, c'est en fait... oui, c'est les 7,50. Le fait que l'action Peugeot est peu chère. Maintenant, si l'action Peugeot, puisque vous ne pouvez pas vendre les bons avant un an. Oui, l'arbitrage est... Mais vous pouvez attendre 3 ans. Oui, voilà. Si au bout de 3 ans, le titre Peugeot vaut encore 7,50, vous aurez tout perdu. Bien entendu. Il n'y a pas de bretelle. Il n'y a pas de bretelle. Il n'y a pas de bretelle, mais il n'y a pas de dividende. Mais c'est une spéculation qui est assez raisonnée. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut raisonnablement, je crois, penser que Tavares, plus les Chinois, plus etc., plus un État français qui, paradoxalement, comme pour Renault, verra aussi son intérêt, sans doute financier, dans ce que Tavares va proposer. Je vois que la C3 va être fabriquée en Europe de l'Est. Bon, bah oui, j'ai pas entendu M. Montebourg monter sur ses grands chevaux en disant « Mon Dieu, c'est horrible, nous perdons la C3 ». Quoi, je peux acheter 500 bons souscriptions Peugeot plutôt que d'acheter 3500 actions, par exemple. Alors, pour le même potentiel, un risque qui est finalement pas beaucoup plus important. Voilà, c'est tout le problème des options. C'est amusant et quand ça gagne bien. Ce sera le mot de la fin. Christian Ginollac, merci et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.